m'appelle Alma Navarro. J ai 78 ans. Et jusqu'à récemment, personne ne savait qui J était vraiment. Au marché, on me connaît comme la dame aux gorditas, celle qui sourit en remuant la pâte, celle qui chante de vieux boléros en retournant les tortillas. Mais sous cette voix calme, il y a une histoire que J ai gardée en moi presque toute ma vie. Je suis né dans un village oublié de Guanajuato, en 1945. Une petite maison en adobe, au sol en terre battue et au toit en tôle. Nous dormions tous dans la même chambre, mes parents, mes 5 frères et sœurs et moi. Nous étions pauvres, certes, mais cela n'était pas ce qui nous faisait le plus mal. Ce qui faisait le plus mal, c'était le silence. Mon père, Thomas, tenait une petite boutique en ville. Tout le monde le respectait. Non pas par amour, mais par crainte. Il était grand, avec une voix rauque, de grandes mains et un regard à vous figer. Ma mère, Rosa, était tout le contraire, petite, silencieuse, toujours avec quelque chose sur elle. De l'eau, du bois, la peur. Depuis tout petite, j'y ai compris que les femmes étaient faites pour obéir. Ne pas parler, ne pas jouer, ne pas rêver. Juste se taire. Si on parlait trop, il nous regardait avec ce regard qui disait « Tais-toi ou je te fais taire ». Et personne ne voulait voir ce qui se passait quand il se mettait en colère. Personne ne voulait voir ce qu'il nous faisait quand il buvait 2 verres de trop. J'y ai grandi en étant la gentille fille. Toujours dans la cuisine. Toujours les yeux baissés. Espérant toujours que quelqu'un, un jour, me dirait que J avait le droit d'élever la voix. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Jusqu'à mes 17 ans. Et je l'ai rencontré. Louis. C'était un inconnu. Un chauffeur routier. Il avait 25 ans et un sourire qui perçait l'obscurité. Il est arrivé en ville avec son camion poussiéreux et sa façon de parler si particulière. Il m'a vu, m'a salué, et m'a parlé comme si J était quelqu'un. Il m'a demandé mon nom. Il m'a écouté. Il m'a fait rire. Je ne savais pas qu'on pouvait rire sans peur. Nous nous sommes croisés à l'église, au magasin, dans la rue. Il m'a offert un mouchoir brodé, le premier qu'on m'ait jamais offert, par simple affection. Il m'a parlé de la mère, de la ville, de sa mère morte jeune. Il m'a dit qu'il en avait assez d'être seul. Et moi, qui avais vécu une vie si vide, j'y étais remplie de rêves. Je suis tombée amoureuse. 6 mois plus tard, il a demandé ma main à mon père. Et il a accepté. Non pas parce qu'il croyait en l'amour, mais parce que c'était un sujet de conversation en moins. Une fille mariée, c'était une responsabilité en moins. Louis a loué une petite maison dans la ville voisine. Il m'a montré des photos de la décoration qu'il souhaitait lui donner. Il m'a demandé comment j'y aimais dormir. Et je me suis sentie comme une personne pour la première fois. Le mariage était en petit comité, en juin 1963. J'y avais 18 ans. La veille avait été étrange. Tout le monde mettait la main à la pâte. Les tantes, les voisins, ma mère pleurant au milieu des oignons. Louis était parti dans la ville voisine chercher le costume qu'un cousin lui prêtait. Ma sœur Sébastiana était restée tard pour aider à la cuisine. Je suis montée préparer mes quelques affaires. Et c'est là que tout a changé. Mon père est arrivé. Il est entré sans frapper. Il s'est assis sur mon lit. Et il m'a dit, « Demain, tu seras une femme. Mais dès à bord, tu dois apprendre. » Je ne comprenais pas. Ou plutôt, je ne voulais pas comprendre. Mais quand il m'a pris le bras et m'a fait tomber, quand il m'a couvert la bouche et m'a murmuré, « Ne fais pas de scène », j'y ai tout compris. J'y ai senti son poids. J'y ai ressenti la douleur. J'y ai senti mon âme quitter mon corps. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste partie. J'y ai coupé les ponts. Et quand il a eu fini, il s'est levé, a attaché sa ceinture et m'a dit. Tu es prête pour ton mari maintenant. Je suis restée là. Gelée. Je ne me souviens plus combien de temps s'est écoulé avant que Sébastiana n'arrive et me demande pourquoi je ne dormais pas. Je lui ai dit que j'y avais mal à la tête. Personne n'a rien remarqué. Et le lendemain, je me suis mariée. Je me suis mariée dans une robe ample aux épaules. J'y ai marché jusqu'à l'hôtel en tenant la même main qui m'avait anéanti la veille. Personne ne savait. Personne ne se doutait de rien.
J'y ai souri comme une mariée est censée le faire, mais intérieurement, j'y avais mal au cœur. Louis était bon. Tendre. Le premier soir, il aime à regarder avec tendresse, aime à caresser le visage et aime à dit, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit si tu ne veux pas. Je veux juste te serrer dans mes bras. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons dormi blottis l'un contre l'autre, comme deux enfants qui se sont retrouvés au milieu d'une tempête. Les semaines passèrent. Je faisais semblant d'aller bien. Mais la peur était toujours là. Chaque fois que Louis s'approchait, mon corps se tendait. Non pas à cause de lui. Mais à cause du fantôme que Thomas avait laissé en moi. Mais Louis était patient. Il me parlait, elle m'attendait, me serrait dans ses bras. Avec le temps, j'y ai réussi à le laisser entrer. Et j'y ai appris à aimer son odeur, son haleine, sa façon de me rassurer. 2 mois plus tard, j'y ai découvert que j'y étais enceinte. J'y ai fait le calcul en silence. Une partie de moi voulait le nier. Une autre partie savait la vérité. Ce bébé ne pouvait pas être celui de Louis. C'était celui de Thomas. J'y avais l'impression d'étouffer. Mais je ne pouvais pas le dire. Que allais-je faire? Dire à Louis que l'enfant qu'il désirait tant était le fruit d'un viol? Ruiner la seule partie de ma vie qui me faisait me sentir vivante? Je suis restée silencieuse. Louis était tout excité. Il aime à préparer du jus, aime à chanter des chansons, aime à parler de noms. Il lui a donné une petite goutte de paradis. Et elle est laissé rêver. La grossesse a été difficile. Je vomissais sans arrêt. Je n'arrivais à dormir. Je faisais des cauchemars. Je rêvais que le bébé naissait avec les yeux, la voix et le rire de Thomas. Je me réveillais en sueur. Mais je rêvais aussi que peut-être, juste peut-être, Dieu me donnerait la chance d'aimer cet enfant sans culpabilité. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour de la naissance d'Isabella, en mars 1964, je l'ai serré dans mes bras et j'y ai ressenti quelque chose que je ne savais pas pouvoir ressentir. De l'amour. Pas de peur. Pas de rejet. De l'amour. Elle avait de grands yeux curieux. Ses mains étaient minuscules, comme celles d'un ange. Elle était à moi. Rien que à moi. Louis a pleuré en la voyant. Il a dit qu'elle était sa princesse. Qu'il prendrait soin d'elle toute sa vie. Et il l'a fait. Il s'est occupé d'elle avec un amour qui m'a fait me demander si Dieu n'était pas là, veillant sur nous, nous donnant une seconde chance. Pendant un moment, j'y étais heureux. Nous vivions dans une petite maison simple. Louis travaillait dans une menuiserie. Je faisais des tortillas et je les vendais à la porte. Isabella a appris à marcher dans la sueur et la pâte. Louis la tenait dans ses bras comme si elle était en verre. Et moi, j'y ai commencé à guérir. Petit à petit. Mais les fantômes ne disparaissent pas si facilement. Un matin, quand Isabella avait 6 mois, j'y ai entendu la porte en bois grincer. J'y étais seule. Louis était parti travailler. Et il était là, Thomas. Debout devant ma fille. Je suis venu voir ma petite fille, dit-il. Mon sang s'est glacé. Je me suis interposé entre lui et le berceau. Je lui ai crié de sortir. Qu'il n'avait rien à faire là. Elle n'est pas à toi. Tu l'as perdu le jour où tu m'as perdu. Il aime à regarder avec ce sourire en coin que je craignais tant. Tu es sûr de vouloir continuer à jouer à ce jeu? Un jour, ton mari pourrait l'apprendre. Et je ne pense pas qu'il appréciera la vérité. Je tremblais. Je me sentais couler à nouveau. Ce jour-là, j'y ai su que je ne pouvais pas vivre dans son ombre. J'y ai supplié Louise de déménager. Je lui ai parlé des opportunités qu'offrait Mexico. Je lui ai dit que cette ville était trop petite pour y grandir. Je ne lui ai pas raconté ce qui s'était passé. Je lui ai juste demandé de me faire confiance. Et il l'a fait. Nous avons tout emballé et sommes partis. À l'aube. Comme quelqu'un qui échappe à un incendie sans se retourner. Mexico était une ville différente. Des gens partout, du bruit, des bus qui manquaient de vous renverser, des enfants qui couraient entre les stands. Tout était rapide, chaotique, mais pour moi, c'était comme une sensation de liberté. Parce que Thomas n'était plus là. Parce que le passé était resté là, enfoui parmi les pierres et les poulets.
Louis a trouvé un emploi dans un grand atelier des Iztapalapa. J est rejoint une vendeuse de tamales au coin des un lycée. Isabla s'épanouissait au milieu des jambes des clients, jouant avec des serviettes. Son rire était contagieux, de ceux qui vous remontent le moral quand tout semble ennuyeux. Louis, elle adorait. Il lui fabriquait des poneys, tressait des couronnes de branches, elle l'emmenait au parc et lui racontait des histoires. Il n'y avait aucun doute. Pour lui, Isabla était sa fille. Et pour moi, elle était la seule lumière qui ne s'éteignait jamais. 3 années passèrent. 3 années paisibles. J'y ai commencé à mieux dormir. J'y ai appris à utiliser le métro. J'y ai même osé rire aux éclats en public. Et puis, la vie nous a offert un autre miracle, Massia. Mon deuxième fils. Cette fois, sans culpabilité. Sans ombre. Je l'avais à la maison, entouré de voisins. Louis a pleuré quand j'y ai coupé le cordon. Et moi, je suis née de nouveau avec lui. Je me sentais à nouveau femme. Pas victime. Pas objet. Femme. Mère. Entière. Louis travaillait dur, mais il revenait toujours avec quelque chose, un petit jouet, une fleur volée dans un jardin, une histoire qu'un client lui avait racontée. Et le soir, quand les enfants dormaient, il me prenait la main et me disait « Tout va bien, Alma. C'est fini maintenant. » Et je voulais le croire. Je voulais vraiment le croire. Mais les fantômes sont têtus. Un après-midi, j'y étais au marché, en train de négocier avec un fournisseur. Massia dormait sur mon dos, enveloppée dans un châle. Isabla jouait avec des fleurs. Et soudain, j'y ai senti un regard. Je le connais bien. Le regard qui brûle sans toucher. Le regard qui vous laisse figer. Je me suis retournée, et il était là. Thomas. Debout, fumant, comme si le temps s'était arrêté. Je ne sais pas comment il m'a trouvé. Peut-être que quelqu'un du village l'a vu en ville. Peut-être qu'il m'a suivi. Peu importe. Le fait est qu'il était là. Il s'est approché de moi comme si de rien n'était. Quelle jolie fille. Elle te ressemble quand tu étais petite. J'y avais envie de crier. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai repoussé. Je lui ai dit de ne pas revenir. Que s'il s'approchait encore de moi, je lui fracasserais le visage à main nue. Il a ri. Je suis juste venu te dire bonjour, ma fille. Je pars maintenant. Et il est parti. Comme si de rien n'était. Mais je savais déjà ce que cela signifiait, la paix était finie. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'y ai tout raconté à Louis. Tout. Je lui ai dit que Thomas m'avait retrouvé. Qu'il m'avait parlé. Qu'il était proche. Louis ne dit rien au début. Il se leva. Il partit. Il resta à 104 heures. À son retour, sa chemise était trempée de sueur et ses mains tremblaient. Ça ne te dérangera plus, dit-il. Que as-tu fait? Ai-je demandé. Je l'ai remis à sa place. Je ne voulais plus rien savoir. J'y ai seulement appris qu'après cela, Thomas avait disparu pendant plusieurs années. Et pendant ce temps, nous nous consacrions à la vie. À prendre soin des enfants. À construire notre propre maison. Isabla est entrée au lycée. Elle était brillante, curieuse, sensible. Massia était espiègle, affectueux, un vrai tourbillon. J'y ai ouvert mon propre petit stand de gordita au coin du marché. Louis réparait les meubles à la maison. Et pendant un bon moment, tout allait bien. Mais le passé, Gabriella, le passé ne disparaît jamais vraiment. Isabla a terminé le lycée avec mention. Elle voulait devenir infirmière. Elle disait vouloir guérir, mais pas seulement par la médecine, mais par la présence. Par le regard. Par le toucher. Et je savais, au fond de moi, que ce désir venait de quelque chose de plus profond, quelque chose que j'y ignorais, mais que je ressentais. Il est entré à l'université publique grâce à une bourse. Il travaillait à temps partiel dans une pharmacie et étudiait le soir. Louis et moi étions extrêmement fiers. Massia, quant à lui, suivait une voie différente. Il était plus libre, moins académique, plus artistique. Il jouait de la guitare et écrivait de la poésie. Je les ai regardés et je me suis dit,
mes enfants risent vraiment le cycle. À 22 ans, Isabella est arrivée une nuit avec un sourire différent. J'y ai rencontré quelqu'un, dit-il. Il laisse appeler Carlos. C'était un jeune homme noble, sérieux et responsable. Ingénieur de fraîche date, il s'était rencontré dans une brigade médicale. Ils ont rapidement commencé à se fréquenter et, en quelques mois, il dînait avec nous comme un membre de la famille. Luis lui donnait des conseils de vie. Je préparais ses plats préférés. Macia le harcelait comme un frère. Le jour où Carlos a demandé Isabella en mariage, nous avons tous pleuré. C'était comme regarder une blessure se cicatriser, comme si la vie nous disait « Oui, tu peux avoir quelque chose de propre, de sain. » J'y ai dormi paisiblement cette nuit-là. Luis m'a serré dans ses bras comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Le mariage était prévu 6 mois plus tard. Nous avons tous participé aux préparatifs, la robe, les fleurs, la musique. Isabella était radieuse. Je ne pouvais pas la quitter des yeux comme si elle était encore ma petite fille. Si forte, si lumineuse. Et puis, une nuit, tout a changé. C'était mardi. Luis et moi dînions. Macia était sortie. Isabella arriva en retard. Pâle. Les yeux noirs. Elle ne dit pas un mot. Elle s'assit à table et dit simplement « J'y ai besoin de te dire quelque chose. » Mon estomac se serra. Luis posa sa fourchette. « Je suis enceinte. » Pendant une seconde, il y eut un silence total. Puis vint le sourire automatique. « Quelle bénédiction, dis-je. Carlos le sait déjà ?» demanda Luis. Isabella baissa les yeux. Ce n'est pas celui de Carlos. Mon cœur a raté un battement. Luis la regarda, confus. Alors, à qui appartient-il, ma fille? Elle s'est effondrée. Elle a pleuré comme je ne l'avais jamais vue pleurer. Et entre ses sanglots, elle a dit « C'est à Thomas. » J'y ai laissé tomber le verre. Luis a haleté. Le monde s'est arrêté. Que est-ce que tu dis? Dis-je. Il lui a fallu un certain temps pour parler. Elle nous a tout raconté. Qu'un homme plus âgé la recherchait depuis des mois. Qu'il prétendait faire partie de notre famille. Qu'il s'était présenté comme un parent du passé, qui souhaitait la rencontrer. Qu'au début, il était gentil, voire paternel. Qu'il l'écoutait, la validait. Qu'il lui avait parlé de moi. Qu'il avait dit des choses que personne des autres ne pouvait savoir. Qu'il l'avait peu à peu prise dans ses rats. Isabella, en larmes, dit « Je ne savais pas. Je ne l'ai pas reconnu. Tu ne m'as jamais dit à quoi il ressemblait. Je savais seulement qu'il y avait quelqu'un, un homme qui t'avait fait du mal, mais je ne savais pas comment le voir. J'y avais l'impression que la terre m'engloutissait. » Luis se leva en tremblant. « Il t'a touché? T'a-t-il forcé? » Elle secoua la tête. « Il aime à embrouiller. Il aime à manipuler. Il aime à faire ressentir de l'affection, de la tendresse. Je n'ai compris que trop tard. Le temps que je sache qui il était vraiment, j'y étais déjà enceinte. Je me suis effondrée. Luis a pleuré. Isabella est allée dans sa chambre. On l'a entendu vomir. Non pas à cause de la grossesse, mais de dégoût. Cette nuit-là, j'y ai appris que les fantômes ne nous hantent pas seulement. Parfois, ils sont héréditaires. 3 jours passèrent sans que personne ne parle. La maison était un cimetière. Luis dormait dans l'atelier. Je cuisinais par instinct, mais sans âme. Macia essayait de comprendre quelque chose qu'il n'osait même pas demander. Et dans l'arrière-salle, Isabella pleurait, porte close. Tôt jeudi matin, j'y ai frappé à sa porte. Je suis entré sans attendre de réponse. Je l'ai trouvée assise à terre, serrant un oreiller contre elle. Elle m'a regardé comme si j'y étais un enfant perdu. Maman, pardonne-moi. Je t'ai laissé tomber. Je me suis assis à côté d'elle. Je l'ai serrée dans mes bras. Et pour la première fois, je lui ai dit toute ma vérité. Je lui ai raconté la veille de mon mariage. Comment Thomas, son véritable père biologique, m'avait volé mon innocence. Je lui ai parlé du silence, de la peur, de la culpabilité qui m'avait rongé pendant des décennies. Je lui ai dit que je l'avais aimé dès le premier jour, malgré tout.
Je lui ai dit, tu n'es pas né du mal. Tu es né de l'amour que je t'ai donné, avant même de te rencontrer. Isabella pleurait sur mes genoux, comme elle le faisait lorsqu'elle avait de la fièvre, enfant. Elle me demandait de ne pas la laisser seule. Je lui ai répondu que jamais. Cette nuit-là, une nouvelle vérité naquit entre nous, pas de secret. Juste nous, blessés et ensemble. Louis revint à l'aube. Le visage hagard, les yeux gonflés. Il est s'assit en face d'Isabella et dit, « Je suis ton père. Et je le serai jusqu'à ma mort. Cet homme n'a même pas le droit de te nommer. Tu es ma fille. Tu l'as toujours été. » Nous nous sommes serrés dans les bras tous les trois. Pour la première fois, comme une vraie famille. Pas parfaite. Pas sans cicatrices. Mais une famille qui a choisi de s'aimer en toute vérité. Et puis nous avons pris une décision, nous n'allions plus nous cacher. Nous sommes allés voir la police. Nous avons tout raconté. Isabella a parlé avec courage, tremblante mais ferme. J'y ai tout raconté de cette nuit de 1963. Louis était un témoin, un défenseur et un bouclier. Nous étions confrontés à un système qui ne voulait rien entendre. Des juges qui doutaient de nous. Des fonctionnaires qui demandaient « Et pourquoi jusqu'à maintenant ?» Et j'y ai répondu « Parce qu'avant, personne ne nous écoutait. Mais maintenant, on va parler. Quel que soit le prix. » Ce n'était pas un processus facile. Il n'était pas court non plus. Mais il était nécessaire. Pendant ce temps, Isabella décida de poursuivre sa grossesse. Non par obligation, ni par peur. Mais parce qu'elle sentait que cet enfant n'était pas le prolongement de l'horreur, mais le germe de quelque chose de différent. Elle la nomma Elena. Au cours des mois suivants, nous avons transformé notre maison. Nous avons repeint les murs. Nous avons enlevé les vieux meubles. Nous avons ri, pleuré, guéri. Louis a tricoté une couverture pour sa petite fille. Massia a composé une chanson pour elle. J'y ai brodé son nom sur sa première robe. Et le jour où Elena est née, tout a changé pour toujours. C'était en décembre 1992. Dehors, il pleuvait. À l'intérieur, Isabella criait, mais pas de peur, de force. De la vie. Quand Elena a pleuré pour la première fois, j'y ai senti l'écho de nos chagrins se transformer en musique. Elle était forte, belle, ses yeux brillaient de lumière. Et quand elle est tenue dans mes bras, j'y ai su que cela valait la peine de briser le silence. Elena a grandi avec une aura particulière. Dès son plus jeune âge, son regard était empreint de force, comme si elle portait en elle quelque chose d'ancien. Elle ne posait pas de questions sur son père. Elle savait seulement qu'elle était une enfant entourée d'amour. Louis l'appelait, ma petite reine. Massia l'emmenait faire des balades à vélo. Je lui racontais des histoires inventées où des héroïnes s'échappaient de châteaux et vainquaient des dragons en criant. Isabella était une mère incroyable. Attentionnée, ferme et courageuse. Elle étudiait le soir pour ne pas abandonner sa vocation. Elle travaillait dans des cliniques publiques. Elle assistait à des accouchements, aux urgences et elle s'occupait seule de femmes âgées. Elle disait que chaque fois qu'elle prenait soin de quelqu'un, une partie d'elle-même était guérie. Thomas, l'homme qui avait marqué nos vies comme une ombre noire, a disparu sans laisser de traces. Nous avons appris d'ar quelqu'un en ville qu'il était mort seul, dans une chambre louée, entouré de bouteilles vides. Il n'y a pas eu d'enterrement. Personne pour pleurer sa mort. Quand j'y ai appris la nouvelle, je n'ai ressenti aucune joie. Je n'ai ressenti rien. Parce que elle avait déjà laissé partir. Parce que son pouvoir sur moi s'était éteint depuis longtemps. Louis a vieilli à mes côtés. Des cheveux gris sont apparus des abords sur son sourcil gauche, puis sur sa barbe. Il a perdu la force de ses mains, mais jamais celle de sa voix. Il est devenu le grand-père de tous les enfants du quartier. Il réparait leurs vélos. Il leur racontait des blagues nulles. Il préparait des fondues chinoises. Chien avec Isabella le dimanche pendant tout le pâté de maison. Elena a grandi avec cette joie. Elle portait des nœuds à l'école, lisait vite et posait beaucoup de questions. À 12 ans, elle aime à regarder dans les yeux et aime à dit. Grand-mère, pourquoi ma mère pleure-t-elle quand elle voit des bébés à la télévision? Je l'ai regardé, j'y ai caressé ses cheveux et j'y ai dit. Parce qu'il y a des choses qui font mal, mais qui nous apprennent aussi à être plus forts.
Et ta mère est la femme la plus forte que je connaisse. À 18 ans, Elena est entrée à la faculté de droit. Elle disait vouloir défendre ceux qui ne savaient pas parler. Qu'elle voulait rendre justice à la parole. Qu'elle voulait être la voix que sa mère n'avait pas, que je n'avais pas, que beaucoup n'ont pas. Louis est mort peu après. Dans son lit, entouré de nous tous. Il m'a pris la main et m'a dit. Tu vois, on a réussi, Alma? On a réussi à passer cette nuit-là. Nous l'avons enterré dans sa chemise préférée, celle tachée de peinture datant de la période où il avait peint la chambre des Isabla. Nous avons mis une photo de lui et Elena sur le vélo. Et nous avons chanté. Non pas parce que ça ne faisait pas mal. Mais parce que c'était ce qu'il aurait voulu, un adieu empreint de gratitude. Aujourd'hui, à 78 ans, je suis assis devant cette caméra, non pas par soif de gloire. Non pas par pitié. Mais parce que je sais combien il est douloureux de se taire. Je sais combien il est difficile de faire comme si tout allait bien. Je sais combien il est difficile de porter une blessure fermée à l'extérieur, mais qui suppure à l'intérieur. Raconter cette histoire est néfaste à ce qui s'est passé. Mais cela empêche qu'elle ne se répète en silence. À vous qui aimez écouter, si vous avez déjà été réduit au silence, ignoré, jugé pour avoir dit votre vérité, je vous crois. Et je vous embrasse. Je suis Alma Navarro. Et voici mon histoire. Pas parfait. Pas joli. Mais à moi. Et pour la première fois, je n'ai pas honte de le dire à voix haute. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, indiquez dès où vous l'écoutez dans le monde et partagez ce témoignage. Peut-être que quelqu'un dans le besoin l'entendra aujourd'hui. Car certaines vérités ne guérissent que lorsqu'elles sont partagées.